Alors, on va passer à la question 2 du coup. Alors, donc YouTube est un média plutôt jeune, hein. C'est plutôt à la tranche d'âge, on va dire que c'est entre, je sais pas, il y a des très jeunes qui consomment de plus en plus YouTube, ça va. Tu veux dire ceux qui filment ou ceux qui suivent, hein? Au niveau de, alors plutôt ceux qui suivent du coup les viewers. Ceux qui suivent sont encore plus jeunes. Sont encore plus jeunes que ceux qui font, voilà. Et moi j'ai envie de dire, David, du coup tu fais un peu partie des seniors de YouTube au même titre que. C'est espagnol, là, c'est là où je m'en vais, où je sors du cadre en disant salaud. Alors ce qu'on dit par là, c'est que c'est rare quand même de voir des personnes, on va dire, au-delà de, allez, je sais pas. Vas-y, alors vas-y. 30, Alors vas-y, 30 ans. dis-moi. Je pense, alors. Des personnes, des vieux, des grabataires, des troisième âge. Quand j'ai vu, je sais pas moi, à l'époque, il y avait déjà, ça fait un petit moment, le papa de l'internet, je sais pas si vous l'avez connu, lui était un peu plus âgé. Vous aviez aussi rencontré Sonny Bob à Paris, si je dis pas de bêtises, donc qui est une énorme otaku, qui collectionne les mangas. Salut les geeks. Alors moi c'est Sonny Bob, je suis une geek et fière de l'être. Je suis née dans les années où c'était le début des jeux vidéo, enfin j'ai eu la chance de connaître ça. Et j'en suis très très heureuse. Notre marque de fabrique finalement c'est le duo familial, quoi, le duo père-fils qui est finalement quelque chose qu'on voit pas souvent sur YouTube. Moi j'ai jamais vraiment vu le truc qui est assez étonnant, c'est que Sylvain donc, a des chaînes vidéo depuis très longtemps. Si, on en parlait il y a pas longtemps, que si j'avais fait, que je faisais des petits courts-métrages et tout avec des amis, avec ma soeur aussi. Et à chaque fois, j'ai eu plusieurs projets où on m'avait lâché. Et en fait, si j'avais eu l'idée peut-être avant de faire des vidéos en me disant bon allez je vais faire des vidéos, je suis tout seul devant la caméra, peut-être que j'aurais pu devancer certains. Tu serais waouh. Ouais, mais j'ai pas eu millions d'abonnés. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est que on reconnaît ton savoir-faire technique, ton humour, etc. dans Mission Japon, alors que tu as une chaîne à côté. Moi depuis, je suis intervieweur là. Depuis j'ai lancé moi une chaîne pour moi tout seul. Il n'y a pas grand chose, hein, notre truc. Et il s'avère que quand on a des projets séparés, on n'est pas bon, enfin on n'a pas énormément d'abonnés. Toi tu avais 200, 300 abonnés, moi je vais en avoir 60 aujourd'hui sur ma chaîne, donc c'est ridicule. Par contre, dès qu'on est à deux, il y a certainement une alchimie, il y a certainement un truc, il y a certainement une complémentarité. Là ça match, là ça fonctionne et là ça marche. Parce qu'il y a la motivation et puis comme vous le disiez plus tôt, vous pouvez répartir un peu vos connaissances, vos savoir-faire. Toi tu vas être dans le montage, la réalisation vidéoludique, enfin de vidéastes quoi, et finalement toi tu vas apporter peut-être le marketing, le site internet, le côté humoristique, machin, tout ça. Donc finalement ça marche très bien quoi. Vous pouvez un peu répartir vos savoir-faire, c'est ça qui est vraiment intéressant. La question que j'avais envie de vous poser, quand vous avez lancé vraiment le concept Mission Japon, c'est la suivante. Comment votre entourage avait réagi quand vous avez commencé? Ils nous ont reliés, ils nous ont dit c'est hors de question qu'on cautionne ça, c'est inadmissible. Mes parents m'ont déshérité, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a plus de budget pour partir au Japon. Moi aussi, il m'a déshérité. Je sais pas compris pourquoi, parce que toi aussi. C'est vrai. Ce qu'on fait en vidéo, les abrutis et tout, on le fait aussi dans la vraie vie. C'est d'ailleurs ce que disaient la plupart du temps les guides avec qui on était, on a passé 2 ou 3 jours. Les mecs étaient étonnés qu'on soit aussi cons en dehors des caméras. Je crois que c'était sérieux Mission Japon. Les reportages, je m'attendais à du reportage Arte, ils nous balancent des moyens aussi. Il y a les guides qui nous suivaient pour le Tour de France du Japon qui faisaient aussi les mêmes blagues que nous au bout d'un moment. Oui, c'est vrai. Donc, mais moi, en tout cas, je m'imagine si je m'étais lancé avec mon père, en tout cas, il serait pas indifférent, j'imagine, ça serait quand même assez original. Dans la famille, donc il y a ma fille, sa soeur, ma femme, sa mère, ta maman, elle veut absolument pas apparaître sur les vidéos, elle n'est pas du tout là-dedans. Il y a Juni. Qu'on voit dans certaines de nos Corée déjà, vous êtes ensemble en Corée, et puis elle était dans votre live donc sur l'épisode justement de Séoul, etc. Et elle vient de lancer une chaîne Daydream de danse de K-pop. Je crois que j'ai aperçu qu'on verra dans le 2e épisode sur Montpellier, puisqu'on lui a fait une surprise. Elle, avec ses copines donc, du groupe, elle loue une salle pour répéter, et ça tombait les 3 jours du tournage sur Montpellier. Donc sans l'idée, on est venu la surprendre en train de danser. Il y a aussi, pour revenir côté famille, il y a aussi mes grands-parents, donc tes parents qui des fois nous
dit là on a vu la vidéo, c'était bien ce que vous avez fait, donc ils m'encouragent aussi par rapport à eux ça. ils suivent tout. Ouais. Et alors, pour rester dans la famille, il y a mon frère Ouais. qui est le compositeur des musiques, des génériques et de Mission Japon et du Tour de France du Japon. Inner, c'est ça? C'est Ina, avec 3 Inner. heures. Le mini succès de Mission Japon, parce qu'on parlait de centaines de milliers d'abonnés, mais le mini succès de Mission Japon concourt de plusieurs choses. Le fait qu'on soit un père et un fils et qu'on s'entende bien en tout cas devant les caméras, parce que derrière parfois ça se frite. C'était la deuxième question, ça d'ailleurs. Qui avons le même humour, le mien un peu vieillissant et le tien un peu plus vif. Aussi. Qu'on ait eu un projet qui intéresse pas mal de monde. Le Japon, c'est quand même une destination qui est par les mangas, par les animés, par tout Surtout en France. par la bouffe. Surtout en France, qui est vraiment un pays qui est. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait à un moment donné des pics qui étaient dus aux musiques, dans un premier temps, et au logo qu'on n'a pas eu tout de suite, qui a été dessiné par un dessinateur de bande dessinée, qui est en fait un ami d'enfance de mon frère. On a la boucle Tout à raison. qui est bouclée par rapport à ça. J'aime beaucoup d'ailleurs le logo. C'est-à-dire que ce qui est important à savoir pour, je sais pas, les gens qui te suivent, les gens qui veulent lancer leur chaîne, qui veulent faire du YouTube, etc., c'est que c'est pas une chose qui va faire que la chaîne va fonctionner, c'est une multitude de petites choses il faut faire attention aux vignettes, il faut faire attention à la qualité du son, il faut faire attention à tout un tas de choses. Et je pense très sincèrement que sans la musique de mon frère et sans le dessin d'Igaël, puisque c'est son nom, la chaîne aurait eu beaucoup moins de succès. Parce que quand tu partages sur les réseaux sociaux et que tu as un beau dessin, en plus le dessin il nous représente plutôt pas mal. Là aussi, on ne lui a pas dit grand-chose. Il nous a juste demandé quel est le style de dessin qu'on voulait. Avec les ramen, là, c'est vraiment personnage de manga. Ça, je lui ai pas demandé. Voilà, tu vois, de faire ça. Lui me voyait comme le gros gourmand. Et ok, c'est bon, ça représente un petit peu le personnage. Mais quand on demande à Ikaël s'il accepte de nous faire le logo, le dessin, il nous donne une liste de dessinateurs disant alors vous voulez quel style? Des dessinateurs de manga qu'on connaît absolument pas, des machin. Écoute, fais comme tu veux, gars. Alors, deuxième question, du coup, qui est un peu liée à ça. Est-ce que la complicité, du coup, père-fils, vous aide à trouver des terrains d'entente plus facilement, du coup, à vous organiser, à quelque part avoir cette complémentarité qui... Je vais parler pour Sylvain, c'est peut-être lui qui a la partie du duo la moins évidente. Parce que systématiquement, dans la mesure où je suis le père, j'ai très logiquement une ascendance sur l'histoire. Si il faisait un truc avec un pote, à un moment donné, il pourrait se friter avec lui, putain merde, enculé, tu fais chier, machin. Il ose pas. Ou quand il ose, c'est encore plus violent que si ça avait été avec un pote. Parce qu'à un moment donné, tu accumules un petit peu le truc, et puis ça pète, c'est déjà arrivé. Donc sa situation à lui est pas forcément évidente parce qu'il est obligé d'avoir dans le duo quelqu'un qui, par définition, qui lui est supérieur. Enfin, je ne parle pas de supériorité physiquement, t'es plus beau que moi, donc là il n'y a pas à dire. Au niveau de l'humour, t'es plus drôle que moi, donc là il n'y a pas à dire. Donc il n'y a pas de supériorité si tu es intellectuel ou quoi que ce soit ou autre, mais par la force des choses, le père et le fils, quoi. Et d'ailleurs, quand je parle, tu ne me coupes pas. Alors que si tu étais avec un pote, tu couperais plus facilement le mec qui serait à côté. C'est pour ça que je parle beaucoup, c'est parce que tu coupes. Mais après, j'ai fait un mail crêpe sur le montage, donc du coup, même si des fois, je me donne des idées, des fois, ouais, c'est bien comme idée. Là, j'ai aucun droit de regard. Parfois, tu me poses des questions. Est-ce que tu penses que ça se serait mieux, etc. Mais le montage, c'est complètement Sylvain qui assume tout, et il assume d'autant mieux que la qualité est au rendez-vous. Des fois, il y a des idées qu'on a aussi à deux, on parle, par exemple, moi je dis, j'ai une idée pour faire ça. Après, on pourrait peut-être faire comme ça, bah oui, et donc du coup, des fois on discute, et donc du coup, on arrive à trouver un truc qui est mieux que l'idée originale que l'un ou l'autre avait. En fait, des fois, on discute sur des conneries. Je trouve que le montage, personnellement, moi je trouve qu'il est vachement bien fait. C'est vrai que on voit que tu passes du temps là-dessus, peut-être même la nuit blanche, etc. Ça a dû arriver, parce que étant vidéaste, je sais à quel point c'est long avant de faire du montage. Avec les codes, il faut les faire après, rajouter les petits effets visuels, les petits effets spéciaux que tu rajoutes. C'est vrai que je me suis amélioré depuis le début. Voilà, maintenant, le fait de faire une vidéo toutes les 2 semaines quand on a commencé le voyage au Japon de faire le montage,
Du coup, ça m'a permis d'être plus rapide peut-être dans ce que je faisais, mais au début, c'est dur de trouver ses repères. Alors du coup, encore une fois, on en avait un petit peu parlé, mais bon, on l'a répété un petit peu. Est-ce que la répartition du coup de vos, j'ai envie de dire, de vos compétences respectives fait-elle l'une de vos forces? Comme on a dit ultérieurement, toi tu es plutôt, tu sais comment, voilà, tu as fait des études audiovisuelles, donc tu as un petit peu ces compétences-là, et plutôt, David, ça va être plutôt la rédaction d'articles, les sites internet, les réseaux sociaux. J'ai entendu dire que vous gériez à deux les réseaux sociaux, c'est plutôt David côté communication, etc. C'est plus moi qui m'occupe des réseaux sociaux. Par contre, dans l'esprit des gens au départ, ils pensaient que c'était Sylvain par la force des choses. Ouais. Le vieux n'y connaît rien en informatique, le jeune maîtrise tout, et souvent il me parlait de moi, mais en pensant que c'était Sylvain. Non, là, j'aime bien la vidéo que tu fais avec ton père. Je pense que si on avait fait l'inverse, si toi tu avais fait le montage et que moi j'avais fait la communication, ça aurait pas été pareil. Donc ouais, je pense que c'est une force parce que on a chacun notre savoir-faire, hein. Mais des fois on va vers l'autre. Par exemple, même toi, c'est arrivé aussi de faire par exemple, vouloir poster une vidéo et de dire ah, tu en penses quoi si je poste là comme ça? Non, regarde, essayer de faire l'affichage. Ou par exemple, je sais pas, pour les miniatures aussi, certains lives, ah oui, regarde, j'ai fait comme ça, ou voilà. Donc on communique quand même vachement sur ça, et donc, du coup on demande des conseils à l'autre et tout. Donc, je pense que c'est défini, mais en même temps, des fois. C'est un projet commun. C'est commun, ouais, donc. Il y avait eu un épisode comme ça, vous aviez inversé les rôles, où je crois que c'était. Il y avait marqué, c'est pas David Sylvain, mais il y avait eu un truc comme ça. Je crois que c'était dans l'avion, quelque chose comme ça. Tout premier, ouais. Ah oui, premier. Ouais. Et ça, je pense que c'était drôle parce que il y en a un qui lisait un bouquin d'un truc, je sais plus si c'était un manga. Moi j'étais en train de jouer à Candy Crush Soda, et toi tu faisais un sudoku. Un père de 50 ans et un fils de 25 ans s'apprêtent à vivre la plus grande aventure de leur vie. Donc on avait inversé un peu le truc, mais sans forcément le faire exprès. Le pire, c'est que c'était vraiment posé. Moi je faisais vraiment le sudoku comme ça. C'était pas scénarisé. Ouais, là c'était vraiment. Ok, alors la question que j'ai envie de vous poser, on en avait un tout petit peu parlé précédemment, mais c'est une question qui est peut-être un peu plus personnelle, un peu plus étroite, mais qui m'intéresse personnellement. C'est qu'en fait, à partir du moment où vous êtes arrivé sur le sol nippon, vous avez déjà fait d'excellentes entrevues avec toutes sortes de personnalités vidéastes. On en avait déjà parlé précédemment, donc Jérémy Meets Japan, il y a eu Rodolphe un peu plus tard aussi, Ako, etc. Comment vous avez gagné justement cette légitimité, on va dire, de journaliste, entre guillemets, dès le lancement de votre chaîne YouTube? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Je pense que c'est plus par affinité, par sympathie que par professionnalisme. C'est juste ça en fait, c'est juste du feeling. C'est juste les mecs ils sont pas trop cons, ils sont plutôt sympathiques, on a envie de les rencontrer. Et on a eu même des gens qui, une fois qu'on est revenu du Japon, de chaînes YouTube ou d'autres, de chaînes YouTube relativement importantes, qui nous demandaient si on était là pour nous rencontrer. On jouit, je pense, d'une bonne aura de sympathie auprès des youtubeurs Japon, en tout cas ceux qui nous connaissent. Et d'ailleurs c'est assez étonnant parce que sur les premières vidéos, peut-être un petit peu moins maintenant, mais les commentaires n'étaient postés que par des vidéastes. Ichiban Japan régulièrement postait des commentaires sur ce qu'on faisait. Ça a été un peu notre parrain, c'est celui qui nous a bien inspiré, bien suivi, qui nous a aidés. Et donc on le remercie. À ce niveau-là, c'est peut-être parce qu'un vidéaste, un gars sur le Japon, suit énormément de chaînes sur le Japon, et donc dès qu'il y a un concept original, tout de suite j'imagine que ça va attirer son attention, et du coup votre concept est vraiment bien pensé finalement, et peut-être que quelqu'un comme Ichiban Japan s'est dit waouh c'est chouette et je vais suivre ça de près. Alors c'est peut-être vrai aujourd'hui, mais c'était pas le cas à l'époque où on n'avait mis aucune vidéo qui correspondait à ça, puisque les seules vidéos qu'on avait mis en ligne c'était et les lives on disait des conneries et les vidéos où on jouait les cons. Donc la légitimité elle pouvait pas être là. En fait on n'avait pas de légitimité, c'était juste du feeling, je pense. Hein.
Mais après, peut-être que les personnes qui habitaient justement au Japon, avant le Rodolphe, voyaient peut-être pas beaucoup de Français, donc du coup, c'est qu'elle ça aussi. Ça nous fait plaisir de rencontrer des mecs qui viennent de France, qui éventuellement peuvent rapporter quelques calendos en douce. T'en veux du calendos, je me dis bien. De servir de guide aussi, d'aider, c'était ça aussi, parce qu'il y en a plein qui nous ont guidés justement. Oui, on avait quand même, tu as raison de le dire, une sous-idée. Bien sûr, ça nous fait plaisir de rencontrer tous ces gens-là, mais on se disait que si jamais on était emmerdé pour X raisons, ça pouvait être intéressant d'avoir quelqu'un qui puisse nous aider. Avec Rodolphe, par exemple, on est allé dans un restaurant où jamais on serait allé parce que il fallait parler japonais, il n'y avait pas de carte en anglais. On n'avait pas. Alors, sur la prochaine question, c'est plutôt Sylvain qui est visé pour le coup, mais je peux en parler. Et donc, Sylvain, voici la question. Tes compétences audiovisuelles, du coup, que tu as appris, j'imagine, dans le cadre de tes études en école d'audiovisuel, te sont-elles utiles à la réalisation de vidéos YouTube, ou est-ce que c'est parfois, tu penses, un peu trop théorique? C'est théorique. Question suivante. Non, ça m'a un petit peu aidé pour avoir une vision un petit peu théorique du coup de montage et de savoir un peu et de plus réfléchir à pourquoi je mets une transition ici, pourquoi je change de plan, pourquoi je fais ça. Mais après ça m'a pas beaucoup aidé, ce qui m'a plus aidé en fait c'est l'expérience. C'est les vidéos quand on parlait tout à l'heure sur Dailymotion, de faire des courts-métrages qui étaient pas très bien réfléchis au niveau montage. Mais bon, je pense qu'il faut commencer au début par faire des trucs pas terribles et après, du coup, le fait de revoir des années après, pourquoi j'ai fait ça, voilà, c'est bien de commencer, même si c'est pour faire des petits trucs. Sur les scénarios, moi à l'époque, je les écrivais pas, je faisais rien quand je faisais à l'arrache. À la one again, quoi. Ouais, voilà. Moment, ouais. Et après, petit à petit, j'ai fait des courts-métrages qui avaient des idées un petit peu mieux. Mais aussi le fait de regarder des films, ça aide beaucoup. Après, j'ai fait ma chaîne YouTube, donc là où pareil, il y avait des petites erreurs que je faisais, là maintenant, en les regardant maintenant, je me rends compte par exemple, un truc tout con, mais il y avait un espace entre chaque coupure de plan. Là, il y avait un silence à la fin et un silence au début, du coup ça perdait en dynamisme. Et le fait d'essayer plein de choses comme ça, de faire des tests, c'est ça qui m'a plutôt expérimenté. C'est ça qui m'a plus aidé pour le montage. Mais en tout cas, par exemple, je vais prendre un exemple qui m'est en tête, encore une fois, tu vas te dire que j'ai beaucoup aimé cette vidéo, mais si par exemple un truc qui est totalement fiction, finalement c'est Lucie au Japon, mais il y a des petits trucs que moi j'aurais pas forcément osé faire. Quand tu fais un close-up là sur le truc de la douche par exemple, des trucs comme ça. C'est bien pensé, et puis ça passe bien quoi. Ça c'est plus cinématographique, donc c'est plus les cours qui vont peut-être aider par rapport à ça. Ouais. Mais pour ce qui est des vidéos autour de France du Japon, ou le voyage au Japon, c'est plus le fait de regarder des vlogs, mais pas trop. Parce que je voulais quand même garder la touche Mission Japon et ne pas regarder trop de vlogs ou de vidéos sur le Japon pour pas que ça m'influence trop et qu'après on dit ah, tu fais comme Ichiban. Je crois que Ichiban c'est le seul vraiment qui je regardais les vidéos sur le Japon. Le problème aussi par exemple quand on filme certaines choses, c'est arrivé pendant le montage de me dire pourquoi on n'a pas filmé ça quand on était sur place. Donc du coup le fait de ne pas préparer, de filmer un petit peu à l'arrache, c'est ce qu'on fait en fait, on n'a pas vraiment... On arrive il n'y a pas de storyboard quoi. Ouais, c'est improvisé, donc c'est-à-dire que tout se dessine au montage. Il y a un petit peu de fiction en fait dans ce qu'on fait par exemple le dernier épisode sur Montpellier avec la fin Retour vers le futur, Paradoxe en parle et tout. Nom d'un petit yokai! Nous avons un problème avec le convecteur temporel, Sylvain! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'il faut arrêter l'épisode, vite! Mais il reste encore des rushs là! Il reste encore plein d'images! Oui, je sais, mais il risque d'y avoir... Un paradoxe temporel? C'est ça! Ah, c'est pas le pied, Doc! C'est quoi cette histoire de pied?
En tout cas, dans les commentaires, moi j'ai regardé tous, quand tu mets Retour vers le futur ou des petites vannes comme ça à la fin, c'est toujours le commentaire qui va apparaître. Le gars, il aura bien aimé, on va dire ah, ça m'a fait rire, etc. Je me suis repassé 10 fois le ending, j'ai vu ça plusieurs fois aussi. Et... Alors, on va passer à la troisième question, même si on a un peu effleuré le truc. Donc, la troisième question. Vous aviez donc extrêmement bien préparé votre départ, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous aviez essayé en tout cas. Il y avait déjà des missions live au début où vous expliquez, donc là on a lu tant de livres sur le Japon, là on a fait ça pour réserver les billets, on a pris peut-être un peu d'argent à l'avance, il y avait énormément de choses à ce niveau-là, tout ce qui concerne le budget, même la sécurité avec les assurances, puis le matériel évidemment pour faire votre vidéo. La question que j'ai envie de vous poser donc, c'est ce que tu as dit à mon David dans une vidéo, je ne sais plus trop laquelle, mais tu as dit que il faut pas trop être curieux sur le Japon, pas regarder trop de vidéos pour pas trop se spoiler. Voilà, même au niveau de l'organisation, c'est un peu pareil, il faut quand même garder une part de mystère. Aujourd'hui, avec le recul, après votre voyage au Japon que vous aviez fait, est-ce que vous pensez qu'il faut quand même garder toute cette organisation, ou est-ce qu'il faut quand même laisser une part de mystère sur certains aspects si vous deviez faire une deuxième mission au Japon, est-ce que vous changeriez des choses en termes d'organisation? Alors, je pense que c'est un peu des deux en fait. Parce que nous on est des personnes assez angoissées, donc du coup on était stressés le fait de partir. Et donc si on a décidé de planifier autant le voyage, parce qu'on connaissait très peu le pays et qu'on ne voulait pas non plus être perdu, avoir trop de difficultés, donc du coup on a vraiment essayé de tout planifier. Mais je pense, moi personnellement, je pense que toi tu me rejoins aussi sur ça, que c'est bien de planifier, mais de garder un petit peu de liberté à côté. Par exemple... L'organisation, effectivement, au cordeau. Par contre, la découverte, après, ce qu'on fait une fois qu'on a les billets, les transports, l'hébergement, après, on visite. Moi, c'est ce que j'avais fait, par exemple, pas au Japon, mais quand j'étais parti en Italie. Vraiment, j'avais vu que j'étais tout seul à partir avec toi, tu n'étais pas là, du coup, c'est pas toi qui as organisé. Et donc, c'est moi qui ai un peu fait à ma manière. Et moi j'avais vu les points importants à visiter, mais j'avais pas planifié quoi faire sur chaque jour, et j'avais prévu suffisamment de temps pour pouvoir se balader et puis visiter d'autres choses. Et donc du coup on a découvert, quand je suis parti, des choses plutôt sympathiques que j'aurais pas forcément pu voir, peut-être que j'aurais pas trouvé sur internet, et donc du coup je serais pas tombé dessus, donc j'aurais pas pu le planifier. Donc je pense que c'est bien de faire un peu des deux. Je pense qu'on peut parler de la découverte d'Osaka qu'on a faite avec Angelo. On parle à chaque fois. Ah oui, parce que c'était quand même assez étonnant. En fait, à Osaka, il y a un guide. Donc, ça existe sur plusieurs villes japonaises, donc des guides français. Donc il y a les Osaka Safari. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Il y a Hiroshima aussi, Tokyo, Kyoto et... Il y en a plein d'autres. Et donc du coup, c'est on s'est laissé guider, qu'à le dire par un guide guidé. On s'est laissé guider par quelqu'un qui du coup nous a montré non pas les lieux touristiques qu'on pourrait voir, qu'on pourrait être tenté de voir en se disant je vais aller dans le truc touristique. Tout ce qui est dans les guides, bouquins, on parlait tout à l'heure qu'on avait lu. Et lui, il nous a emmenés dans un quartier qui n'est pas très populaire des touristes. Donc du coup, on a été confronté à quelque chose qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent, c'est-à-dire pas le Japon tout beau, touristique et tout, le bling bling. Là, on a vu vraiment une autre facette, en passant par des petites rues qu'on n'aurait pas forcément empruntées, en voyant du coup des établissements qu'on n'aurait pas forcément pu apercevoir. Et du coup, j'ai trouvé que c'est l'un des meilleurs souvenirs que j'ai eu, c'est justement grâce à ça, grâce au Osaka Safari et à Angelo qui nous l'a guidé, parce qu'on a pu découvrir quelque chose qu'on ne s'imaginait pas découvrir en fait. Ça ne nous serait pas venu à l'idée d'aller dans des quartiers comme ça. Le problème surtout, c'est quand on va au Japon, on y va de façon limitée pour voir un maximum de choses en un minimum de temps, quel que soit le temps qu'on y reste. Donc on va à l'essentiel, à ce que tout le monde connaît, parce qu'on a envie de dire qu'on a vu ce que tout le monde connaît.